c'est Caroline Legleut à la librairie Le Fayère à Rennes. Tatiana de Ronay est une autrice franco-anglaise. Avec son roman Célestine Dubac, elle raconte une histoire d'amitié hasardeuse et émouvante entre deux personnes que tout oppose. Glenn Tavenec est éditeur aux éditions Robert Laffont. Il est à l'origine des collections R et La Bête Noire. Il vient récemment de reprendre la collection Littérature. Aujourd'hui, Ce qui se lit avec Tatiana de Ronay et Glenn Tavenec. Bonjour et bienvenue dans Ce qui se lit, le podcast de la librairie Le Fayère à Rennes réalisé par Arnaud Vasmer. Des entretiens durant lesquels nous vous proposons d'entendre un auteur ou une autrice et la personne qui l'édite. Aujourd'hui, l'histoire d'une rencontre entre un jeune homme qui vient de rater son bac pour la seconde fois, préférant passer son temps à écrire un roman, et une femme qu'il rencontre habitant sous une porte cochère qu'il rencontre un jour de pluie à Paris. La rencontre entre un homme à la situation familiale chaotique et une femme à la situation sociale chaotique, c'est l'histoire que vous nous racontez. Tatiana de Ronay, bonjour. Bonjour. Célestine Dubac, c'est le titre du roman que vous publiez aux éditions Robert Laffont et dont nous parlera tout à l'heure votre éditeur Glenn Tavenec. L'histoire donc de Célestine Dubac, c'est cette Célestine Dubac parce que c'est la rue où elle habite, rue Dubac à Paris, et elle rencontre donc ce Martin. Comment est née pour vous cette rencontre, ce livre, ou plus exactement, comment avez-vous décidé, Tatiana de Ronay, de le ressusciter, ce texte? Alors c'est toute une histoire, c'est une histoire dans une histoire en fait. C'est un roman que j'ai écrit il y a longtemps, il y a presque 30 ans. J'avais déjà publié mon premier roman chez Fayard qui s'appelait L'appartement témoin. Et puis j'ai écrit avec beaucoup d'enthousiasme ce livre, Célestine Dubac. Je précise que j'ai écrit depuis que j'ai 10 ans et que j'ai toute une série de textes dans un carton dans ma cave qui a son importance. Eh oui. Et donc, surtout ce qui est inscrit dessus aussi. Voilà, ne pas publier si je meurs. Et donc j'avais eu la grande naïveté de croire que parce que vous avez publié un premier livre, eh bien que l'éditeur va vous prendre le second. Eh bien non, Célestine Dubac a été refusée parce qu'il a été jugé inclassable. Et donc la mort dans l'âme, je l'ai rangé dans ce fameux carton, avec mon journal intime et toutes sortes d'autres manuscrits qui n'ont jamais vu la lumière du jour. Et pour vous dire la vérité, je l'ai un peu oublié ce texte. J'ai laissé de côté, j'ai avancé. Et ce qui est drôle, c'est que j'ai dû déménager peut-être, 5 ou 6 fois en 30 ans. Et à chaque fois, il y avait cette boîte qui allait de cave en cave, c'est-à-dire qu'elle ne remontait même pas dans l'appartement. Et puis, il y a 3 ans, je fais du ménage en arrivant dans un nouvel appartement. Et je me dis, allez, il faut que j'aille ranger cette cave. Toujours un moment un peu compliqué. Je tombe sur cette boîte, ça m'amuse, je l'ouvre. Et là, je vois ce manuscrit. Et d'ailleurs, je vous signale qu'il y avait juste ce manuscrit et papier, il ne restait plus rien d'autre parce qu'à l'époque, on avait des disquettes. Ah oui, ça c'est illisible aujourd'hui. On avait d'autres ordinateurs qui sont à la casse. Je dis, tiens, ce livre, et donc je le ramène. Je le lis. Et là, je suis prise d'un immense doute parce que je m'étais très bien rappelé de ce qu'on m'avait dit. Ce livre est inclassable, il ne rentre dans aucune case, ça ne va pas intéresser grand monde, etc., etc. Mais je trouvais que les personnages avaient une certaine fraîcheur, que c'est ce Martin, cette Célestine. Il y avait quelque chose de très spontané dans ce texte, une écriture, finalement une liberté de ton. Et donc je me suis dit, bon, je ne peux pas juger moi-même. Et donc, je vais demander l'avis de mes éditeurs. Et s'ils me disent, écoutez Tatiana, remettez-le dans la boîte et remettez la boîte dans votre cave. Elle sera définitivement, elle retournera dans la cave. Voilà, je le ferai. Donc je le donne à Cécile Boyer-Ringe, qui était mon éditrice à l'époque où tout ça a commencé. Et ce qui est très drôle, donc je lui ai expliqué le contexte, que c'était un livre que j'avais écrit il y a longtemps. Elle m'appelle, mais pratiquement le soir même, ce qui est toujours très bon signe. Ouais. Quand un éditeur vous appelle très vite, c'est qu'elle a envie là, quoi. Maintenant je le sais, c'est très bon signe. Et là, elle me dit, écoute, je suis vraiment emballée par ton texte, il y a quelque chose de très frais, effectivement. Je vais le donner à un certain Glenn Tavenec, que je ne connaissais pas encore.
Et il y a eu un moment un petit peu flou où on pensait que c'était un texte pour la jeunesse. On pensait que c'était un texte pour le young adult, comme on Ouais, dit. parce que c'est Martin, il a 17-18 ans, donc Voilà. ça pouvait correspondre tout à fait. En fait, non. On l'a découvert plus tard. Les représentants en librairie ont dit non, c'est pas du tout un texte young adult, c'est un texte, on va dire, universel. Mais ça m'a permis de faire la rencontre de ce fameux Glenn Tabanek. Et bien voilà, donc, qui nous rejoindra tout à l'heure. Vous l'avez envoyé du coup, Tatiana de René, sauf qu'entre-temps, vous avez publié d'autres livres, vous avez aussi effectivement une autre expérience de la littérature. Est-ce que ça veut dire que ce texte premier, on le lit, nous, aujourd'hui lecteurs, comme vous l'avez envoyé, ou est-ce que vous l'avez réécrit, retravaillé entre-temps? Alors, il n'a pas été beaucoup retravaillé parce qu'on a décidé justement avec Glenn de le laisser dans son jus des années 90. C'était important pour nous de ne pas introduire Internet, les euros, Facebook, Twitter. Il fallait vraiment qu'il garde une sorte de charme vintage. Ensuite, on a vraiment changé 3 choses dans le texte. Et ça, c'était l'idée de Glenn, de le mettre au présent pour lui donner un côté un peu actuel. Ensuite, le chien qui s'appelait Cadet Cassis. Personne ne sait que c'est un surnom zolien. Zola a son importance dans le livre. Parce que Martin est fou amoureux de Zola et qu'il écrit en hommage à Zola. Et ça, c'était mon idée d'appeler le chien Germinal. Et je trouve d'ailleurs que ça a pas mal de gueule, le chien Germinal. Et la troisième chose qui a vraiment son importance, c'est qu'à un moment, il y a une lettre de transmission de Célestine à Martin. Dans le texte d'origine, c'était une phrase. Et là, Glenn m'a dit, bon, écoute Tatiana, vas-y à fond, reprends tes personnages, écris cette lettre. Et donc, ça a été très étrange, 30 ans plus tard, de reprendre la voix de Célestine, qui est très particulière quand même. Qui a un parler très populaire. Et d'écrire cette vraie lettre de transmission. Donc, je ne vous cache pas que j'ai pleuré en écrivant cette lettre. Et d'ailleurs, on m'a demandé de la lire il n'y a pas longtemps à une rencontre, et j'ai pleuré en la lisant. Donc, tout ça pour vous dire que ça a remué beaucoup d'émotions. Mais c'est tout ce qu'on a fait, en fait. Il y a peut-être eu un petit toilettage du texte, mais il est vraiment resté dans son jus. Et c'est ça que j'aime d'ailleurs. Et c'est formidable, ça veut dire qu'un texte ne vieillit pas, ou en tous les cas garde l'énergie première qu'il avait. Est-ce que vous vous souvenez, et probablement oui, de comment est-ce qu'il était né ce texte? Comment est-ce que vous avez eu l'envie de faire se rencontrer 2 personnages qui a priori ne sont pas faits pour se rencontrer, et dont l'un, Martin, finalement va se rendre compte que cette Célestine, elle faisait partie de son paysage, sauf que avant ce jour de pluie où il se réfugie sous la porte cochère et qu'il la rejoint, qu'il la trouve, eh ben, il ne l'avait pas vue, ou en tout cas, il n'avait pas fait attention à elle. C'est vrai que j'étais tentée par cette histoire de 2 solitudes qui se rencontrent, et j'avais aussi envie de parler du deuil impossible, c'est-à-dire de comment on fait face à un deuil quand il n'y a pas de corps. Parce que Martin perd sa mère très jeune, et on n'a jamais su ce qui lui est arrivé. Et donc, du coup, j'ai eu cette idée. Mais il faut quand même que je vous avoue que j'habitais dans le quartier de la rue du Bac il y a toutes ces années. Et il y avait une SDF qui écrivait dans un carnet, ce que fait Célestine, qui avait une tête pas possible, qui était vraiment pas très commode. Hein. Elle était pas aimable, elle était difficile d'accès, on pouvait pas vraiment beaucoup lui parler. Beaucoup de gens se rappellent d'elle depuis que j'ai publié ce texte. Et je me suis toujours demandé, qu'est-ce qu'elle écrit dans son carnet? Et donc l'idée est venue de là, en fait. Ces 2 personnes qui sont liées par l'écriture, Martin qui veut être écrivain, qui est un amoureux de Zola, Célestine qui écrit dans son journal, on ne sait pas très bien quoi. Et c'est ça, en fait, qui va les réunir. D'ailleurs, leurs échanges commencent par ça parle de quoi ton roman? Eh bien, je vous le dirai si vous me donnez votre journal. Ah ben non, pas question. Et hop, ça démarre comme ça. Alors, ça commence pas tout à fait comme ça, si je puis me permettre. Ça commence d'abord par des rapports un peu brutaux de Célestine à l'endroit de Martin, mais comme à l'endroit de tout le monde. C'est ça aussi qu'elle est dans le quartier. Tout le monde la connaît dans le quartier, a priori, sauf Martin. Et là, ce côté très brutal. Donc, on peut aussi se demander comment est-ce que Martin est allé au-delà de ce côté brutal pour créer cette relation, et pourquoi est-ce que Célestine a choisi aussi de faire rentrer dans sa vie ce jeune homme qui a priori est aussi loin d'elle que Célestine est loin de Martin. Je dirais que Martin est peut-être la première personne qui a tout simplement posé un regard humain sur elle. Lui a dit, excusez-moi madame, quand il a pris abri dans la porte cochère ce jour de pluie, et qu'elle lui a dit, casse-toi, t'es chez moi, petit con. Et il s'est retourné, il a vu cette dame, il a dit, excusez-moi madame, je ne vous avais pas vu, pardonnez-moi. Et personne ne lui a jamais parlé comme ça à Célestine, en tout cas depuis très longtemps. Et quand il passe tous les jours,
il lui dit bonjour madame. Elle ne répond jamais, mais finalement elle le guette. Elle l'attend. Et ça va commencer comme ça. Donc c'est un regard de bienveillance. Effectivement. Qui aujourd'hui veut dire beaucoup. Oui. Parce que ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que toutes ces années plus tard, ce livre qui parle d'amitié a une autre signification aujourd'hui, avec tout ce que nous venons de vivre, tout ce que nous vivons encore avec cette pandémie qui n'est pas terminée. L'amitié a un vrai sens aujourd'hui, et la bienveillance aussi. Effectivement, et comme quoi on peut aller rejoindre des personnes qui nous sont à peu près loin, même cette vieille folle qui insulte tout le monde, elle qui ressemble à une sorcière, dit le père de Martin, Voilà. et l'ami de Martin emploie le même mot, sorcière, mais elle aussi, elle a comme des mots assez francs, assez brutaux sur le père de Martin, ce type qui se croit grand séducteur. Qui pète plus haut que son cul, comme voilà, absolument. C'est-à-dire quand même, c'est des coups qui se rendent bien dans votre roman. Oui, mais ça m'a beaucoup amusé, justement, c'est ça qui m'a plu en relisant ce texte que j'ai écrit il y a exactement la moitié de ma vie, à 30 ans. J'ai aimé cette fraîcheur et le fait de cette liberté de ton. Et d'ailleurs, ça déteint un peu sur le livre que je suis en train d'écrire aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est comme si la Tatiana du passé revenait pour dire à la Tatiana d'aujourd'hui, qui se prend peut-être trop au sérieux, lui dire écoute ma vieille, ça va maintenant. Tu as toujours choisi la noirceur. Voilà, et tu es capable d'écrire sur des sujets très lourds, mais avec une certaine légèreté, et en tout cas avec beaucoup de liberté. N'oublie pas ça. Donc je ne m'attendais pas du tout à recevoir une telle leçon du passé. Message reçu. Ouais, et puis avec un jeu comme sur les langues, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, il y a ce parler quand même assez particulier de Célestine, il y a aussi tout l'imaginaire de Martin, mais on est encore dans une époque, début des années 90, où on s'écrit, donc il y a le roman et les carnets, mais il y a aussi les lettres que Martin échange avec son camarade Oscar. Vous aviez joué énormément sur différents niveaux de langue à mettre ensemble dans un même roman. Oui, je me suis beaucoup amusée. J'avais oublié ça parce que, en vieillissant, on a tendance à moins s'amuser en écrivant. Et c'est ça qui est dommage. Et je crois qu'il faut se rappeler que l'écriture, ça peut aussi être de la joie. C'est pas que du travail. Donc ça aussi, c'est un message que j'ai bien reçu. Une histoire d'amitié, mais aussi une histoire de repère, ou aussi une histoire de repère pour s'identifier pour ce Martin à Tatiana de René, parce que vous l'avez dit, sa mère a disparu, il n'y a pas de corps. Son père est là, mais les rapports entre le père et le fils sont très particuliers, très compliqués. C'est quelqu'un qui a accumulé les conquêtes féminines. La dernière en date a réussi à trouver qu'il s'ennuyait, donc a réussi à trouver la faille pour s'installer dans sa vie. Voilà, cette Alexandra, et puis il va y avoir du désir, donc ça va aussi complexifier énormément la situation. Mais finalement, à part Célestine, il ne trouve personne à qui parler de ce qui l'anime au fond de lui, c'est-à-dire ce goût pour Zola, ce goût pour la littérature, ce Martin. Oui, et puis c'est aussi une histoire de transmission. Il y a quelque chose que Célestine va transmettre à Martin, mais il y a aussi quelque chose que Martin va transmettre à Célestine. Ils vont s'entraider. On ne va pas exactement dire comment et pourquoi. Et je pense aussi que le père de Martin, pour revenir à lui, qui au début du livre, c'est un personnage quand même un peu lourd, pas très aimable, assez vaniteux, assez content de lui. Il va enfin apprendre qui est son fils. Il ne le savait pas. Alors c'est vrai que Martin est quelqu'un de terriblement secret, pas très bavard, un espèce de grand géant, blond platine, enfermé dans son coin avec ses grands pieds, son chien. Eh bien tout ça va faire que Victor Dujeu va enfin comprendre qui est son fils, et puis surtout il va découvrir que son fils est un écrivain. C'est quand même, j'imagine, toujours une surprise pour les parents, mais en tout cas, j'ose espérer que leurs rapports à la fin du livre sont bien mieux qu'au début. Oui, et je le confirme en tout cas en tant que lecteur, mais justement, il va découvrir son fils est un écrivain, mais son fils a décidé de rater son bac parce qu'il préfère la littérature. Il y a une phrase comme ça qui passe dans votre roman, un conseil, en gros, il n'y a pas besoin d'avoir le bac pour devenir écrivain. Est-ce que vous n'avez pas peur que certains de vos lecteurs et de vos lectrices, Tatiana de René, s'emparent de cette phrase à leur avantage ? Écoutez, moi je vous dirais que Zola a raté son bac 2 fois, il ne l'a jamais eu. Voilà, c'est tout. Et je pense que si on a une passion dans la vie et qu'on la mène jusqu'au bout, peut-être que le baccalauréat n'a pas tellement d'importance après tout, je ne sais pas. On va quand même recommander à nos auditeurs, auditrices. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, peut-être que les choses ont un peu changé, mais bon.
Ouais. Alors, ce qui est important aussi, il y a un troisième personnage dont on n'a pas parlé, Tatiana de René, il y a ce Martin, il y a cette Célestine, mais il y a ce quartier. Il y a la rue du Bac qui est extrêmement importante dans votre livre. Célestine donc, vit rue du Bac, là où passe Martin. Il y a ce quartier qu'elle a choisi parce qu'elle s'y sent bien. Elle dit même elle s'y sent complètement libre et c'est un quartier particulier. C'est un quartier extrêmement aisé. D'ailleurs, Victor et le père de Martin est complètement bien aussi dans ce quartier, lui qui est un avocat fortuné, réputé. Comment est-ce que vous avez construit ces personnages par rapport à cette géographie qui participe de l'identité des personnages? Alors d'abord, c'est un quartier que je connais bien puisque j'ai longtemps vécu là. Et puis ensuite, c'est vrai que la vraie Célestine, qui s'appelait vraiment Titine, elle était là, rue du Bac. Donc je ne pouvais pas faire autrement que de la situer là où je l'avais vue. Et puis c'est vrai que c'est un quartier, il n'a pas tellement changé, mais le livre démarre l'été. Et c'est un quartier qui se vide complètement l'été. C'est-à-dire que tout le monde part en vacances, j'imagine au bord de la mer, ou je ne sais pas très bien où. Mais en tout cas, c'est un quartier qui se vide. Et dans cette ambiance un peu solitaire et caniculaire, eh ben, cette amitié va commencer. Et c'est aussi un quartier que je trouve assez romanesque. J'allais apprendre un peu plus tard que Romain Gary, qui a eu beaucoup d'importance dans ma vie aussi, a mis fin à un séjour dans cette rue-là également. C'est une rue que je vais aussi explorer dans Les Fleurs de l'Ombre, mon avant-dernier roman. C'est un quartier que j'ai aussi étudié dans Rose, qui explore comment Haussmann a complètement transformé Paris aux grandes dames d'une femme qui va perdre sa maison, qui est sur le tracé du boulevard Saint-Germain. Donc, j'ai jamais vraiment quitté ce quartier. Je suis jamais très loin de ce quartier. J'ai été à l'école là. Et donc, je voulais le ressusciter dans... Voilà, et puis le bon marché, les vitrines. Et puis aussi, on peut se demander pourquoi Célestine vient là, alors qu'elle aurait pu aller dans un quartier un peu plus populaire, mais elle le dit elle-même, elle aime voir les enfants qui vont voir les vitrines du bon marché, parce que les enfants sont toujours très gentils avec elle et lui parlent, alors que les adultes ne lui parlent pas. Mais elle dit aussi, je reviens sur ce mot-là, elle dit aussi qu'elle s'y sent complètement libre après avoir essayé d'autres endroits, puis après une histoire de chute sociale qu'on va pas trop dévoiler, mais que vous racontez plus loin dans le roman. Ça veut dire quoi pour elle, selon vous, être libre, elle qui n'a pas d'argent, qui n'a pas de logement, autre que cette porte cochère? Il y a justement un moment, elle le dit dans son journal, et c'était en relisant ce passage-là, je me suis dit à quel point ces mots étaient encore terriblement actuels, surtout depuis la crise du Covid et le fait qu'il y ait encore plus de gens qui vivent dans la rue. Et à un moment, Célestine dit « Oui, j'ai pas de sécurité sociale, je ne paye pas d'impôts, je suis libre, mais cette liberté-là, je la paye tous les jours, en fait. » Et donc, ces mots-là sont très cruellement actuels. J'ai été mise en contact avec plusieurs associations qui s'occupent de femmes SDF, qui les aident, qui leur donnent des produits de beauté ou même de soins, qui leur font visiter des musées. Ça m'a beaucoup touchée, justement. J'imagine que, voilà, il y a 30 ans, quand j'ai écrit ce livre, il y en avait peut-être déjà, mais il y en a encore plus aujourd'hui, puisqu'il y a de plus en plus de femmes dans la rue. Et chaque fois que j'en vois une, je ne peux pas m'empêcher de penser à Célestine. Et d'ailleurs, je leur donne des noms de rues, comme je l'ai fait pour Célestine. Ça fait chic en même temps, Célestine, oui, du Bac. Ça fait chic. Alors, je ne sais pas ce qu'elles penseraient de ça, mais en tout cas, j'essaie toujours de leur parler, de leur dire un petit mot, de leur apporter quelque chose, de discuter. Alors, il y en a qui ne veulent pas du tout parler, et d'autres qui me racontent des choses qui ne sont pas tellement lointaines de ce qu'a vécu Célestine. C'est très souvent un parcours amoureux fracassé qui a donné naissance à cette spirale terrible de dégringolade. Alors dans cette série de podcasts, nous évoquons aussi donc la manière dont les auteurs-autrices travaillent avec leur éditeur. Vous l'avez dit tout à l'heure, Tatiana de René, comment ce texte est arrivé jusque dans les mains de Glenn Tavenet, que vous ne connaissiez pas auparavant. Ou peu auparavant. Qu'est-ce que vous attendiez de lui une fois que vous saviez que ce serait lui votre éditeur pour ce livre-ci, vous qui avez fréquenté d'autres maisons et d'autres éditeurs? Alors là, il avait quand même un challenge. C'est que d'abord, il va le dire mieux que moi, mais il avait un texte qui avait 30 ans. Donc déjà, il fallait qu'il trouve son chemin dans ce texte. Et puis, je pense qu'il n'avait pas envie de tout refaire. D'ailleurs, ce n'est pas du tout ce qu'on a fait. Mais il y a eu aussi cette histoire, on a hésité un moment sur Young Adult ou pas. Donc ça nous a pris pas mal de temps. Mais ce que j'ai beaucoup aimé avec Glenn, c'est qu'il a eu un grand respect du texte, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas jeté dessus,
en imposant des choses ou des choses que je n'aurais pas pu comprendre. Il a eu un grand respect de ce texte et de moi-même, du coup. Et ça, c'est très précieux parce que parfois, vous avez des éditeurs, on va dire, un peu pressés ou qui veulent vraiment mettre leur marque dans le livre. Et c'est compliqué parce que ce n'est pas... alors, ce qui était étrange, c'est que ce n'était pas mon premier texte, mais un de mes premiers textes, mais c'était 30 ans plus tard. Et donc, j'ai toute l'expérience que j'ai maintenant. Je suis une vieille routarde de l'édition, hein, ça fait quand même 30 ans que j'y suis. Quelques livres, ouais. Voilà, donc du coup, j'ai compris comment j'aime travailler avec un éditeur. Mais j'ai beaucoup apprécié de travailler avec lui. Et d'ailleurs, c'est lui qui va travailler sur le livre que je suis en train d'écrire maintenant. Voilà, donc ça a vraiment bien collé. Exactement, ça a très bien collé. Sinon, il ne serait pas là aujourd'hui. Il ne serait pas là, j'aurais dit, ah non, je ne veux pas faire un podcast avec lui. Ça s'est très bien passé. Effectivement. Mais voilà, vous disiez tout à l'heure, donc il y avait 3 éléments qui avaient changé, notamment la langue, notamment la lettre, et puis des petits ajustements ici ou là. C'est des choses que vous pressentiez ou pas du tout, Tatiana de René? Ou c'est lui qui vous a apporté par sa lecture? À vrai dire, je ne pressentais rien du tout. C'est lui qui est venu avec toutes ces initiatives. Je suis juste revenue avec l'histoire du chien. D'accord. Parce que personne ne savait qu'était Kadekassi. Donc j'ai imposé Germinal, mais ça, c'était pas non plus très compliqué. Après, on a eu un petit délire autour du titre, mais je vais laisser Glenn vous raconter le titre parce que c'était assez rigolo. Non, je ne pressentais rien. En fait, j'étais à la fois un peu angoissée et très intriguée de savoir qu'est-ce que Glenn Tavenec allait faire de ce texte qui a déjà 30 ans presque. Et je savais qu'il ne voulait... Une des premières choses qu'il m'a dites, c'est que j'adore ce livre, je n'ai pas envie de le changer, je veux le garder dans son jus, mais je veux qu'il soit encore plus beau. Voilà, et donc j'ai fait confiance. Et je crois que j'ai raison. Donc c'est un livre qui est paru aux éditions Robert Laffont. Est-ce que vous sentiez aussi que ce livre pouvait coller à cette maison d'édition? Parce qu'on aime bien aussi dans cette série de podcasts nous intéresser à la manière dont les livres s'inscrivent dans une ligne éditoriale, dans une couleur de maison, même quand elle est très généraliste. Mais vous qui avez fréquenté d'autres maisons d'édition, est-ce que vous sentiez que ce livre-là aurait pu trouver davantage sa place ici qu'ailleurs? Alors pour tout vous dire, comme c'est un livre qui a été refusé par ma première maison il y a toutes ces années, c'est très étrange d'avoir un livre qui revient comme ça du passé, comme un boomerang. D'ailleurs, j'ai écrit un livre qui s'appelle Boomerang. Je me cite moi-même, je m'auto-cite. Mais moi, j'étais un peu émerveillée. C'est un peu une histoire de conte de fées pour moi, ce livre, parce qu'il était tellement longtemps resté dans sa boîte. Et puis là, tout d'un coup, tous les gens qui le lisaient, que ce soit la directrice commerciale, que ce soit la personne qui s'occupe des droits étrangers, tout le monde adorait ce texte tout de suite. Donc j'étais à la fois totalement mystifiée et émerveillée par cette espèce d'effet Célestine. Je tiens aussi à vous dire que ce livre a fait du bien, non seulement à l'auteur qui vous parle, parce que mon livre d'avant était très impacté par le Covid, on en a parlé, j'ai pas pu faire les fleurs de l'ombre. Nous devions vous recevoir à Rennes pour aller voir Le Fayère, et confinement oblige, la rencontre, mais les 29 autres n'ont pas pu avoir lieu. Voilà, donc j'ai pu faire une petite promo grâce à ce livre qui arrive comme ça. En fait, ce livre me donne du temps d'avancer sur le livre que j'écris, m'a permis de faire une petite promo très agréable. J'étais à Nancy la semaine dernière. J'ai retrouvé les lecteurs que je n'avais pas vus depuis 1 an et demi. Et beaucoup de gens m'ont dit à quel point ils avaient apprécié ce texte. Et donc, oui, il s'inscrit dans un chemin que je suis en train de construire ici. En tout cas, ça sera toujours un livre un peu à part. Hein. C'est pas mon dernier livre. Mais je suis très, très contente que Célestine ait vu le jour et qu'elle puisse être là aujourd'hui. Mais c'est beaucoup grâce à Cécile Boyeringe et Glenn. Je reviens quand même ce que vous disiez sur le fait que ici tous ceux qui l'ont lu tout de suite ont été emballés par le livre. Oui. Est-ce que selon vous c'était aussi un livre qui est arrivé voilà, surtout qu'il a été refusé la première fois 30 ans auparavant. Est-ce que ça veut dire que pour vous c'est un livre qui correspond davantage à notre époque qu'à l'époque à la fois où vous l'aviez écrit et à la fois de l'époque du roman, puisqu'on est vraiment de 1990-91, les dates sont dans le livre. Il faut quand même que je vous fasse une petite confidence. J'ai retrouvé... pas par hasard, mais j'ai réussi à retrouver mon éditeur de l'époque, qui est un monsieur âgé maintenant, qui a pris sa retraite et qui travaillait sous les ordres du directeur de Fayard. Et lui, il m'avait écrit cette fameuse lettre très triste que j'ai gardée, comme quoi mon livre était inclassable et qu'on ne pouvait pas le publier. Et moi, j'avais été bouleversée, émue et très triste. Et ensuite, j'ai vraiment mis le livre de côté, je ne me suis pas posé de questions, j'ai avancé. Mais j'ai retrouvé ce monsieur. Je l'ai invité à une dédicace. Et toujours aussi élégant, toujours aussi sympathique. Et il m'a dit, écoutez, je vais vous faire une confidence, Tatiana. À l'époque, donc il y a 30 ans, alors je ne sais pas qui il faut mettre dans ce Hills, chez Fayard, ils avaient dit, la petite Renée,
elle ne percera jamais. C'est pas la peine. On met Soledad de côté, ça va pas marcher. Mon premier roman avait eu un succès modeste, donc celui-là n'intéressait personne. Donc là, vous avez un peu la cruauté du milieu de l'édition que j'accepte et qui existe. Donc aujourd'hui, je pense que ce livre a bien plus d'écho parce que je suis devenue l'écrivaine que je suis, mais aussi parce qu'on a besoin de ce genre d'histoire un peu inclassable, qui ne rentre pas dans toutes les... C'est un livre un peu différent, il ne rentre pas dans une case, il est à la fois, il y a un effet surnaturel dedans, il y a un peu de magie, et puis il y a la pandémie qui nous a quand même bien montré l'importance de l'amitié. Donc je pense que ce livre Célestine a en fait attendu 30 ans pour arriver. Elle a mis son temps, mais elle est là, elle est bien là. J'ai eu vent des chiffres de vente aujourd'hui qui sont tout à fait sympathiques et qui m'ont fait beaucoup de joie. Donc elle continue son petit chemin, elle va sortir en poche l'année prochaine. Voilà, elle est là, Célestine, et elle fait du bien aux gens. Moi, c'est tout ce que je demande. Ah oui, non, mais c'est formidable, les filles Voilà. fait du bien Oui. aux gens et du coup qui Et les gens s'inscrivent qui me le véritablement et qui vous le disent. C'est ça. En plus, oui, j'ai pas parlé effectivement de la dimension surnaturelle qui arrive, mais dans une seconde partie du livre et qui vient aussi troubler la lecture parce que vous l'avez inscrit vraiment, je le dis, dans une géographie, dans ce contexte très réaliste et tout d'un coup arrive. Alors c'est pas du surnaturel qui vient tout bouleverser, mais c'est une touche de surnaturel qui vient nous emmener ailleurs, en tous les cas, qui est une autre voie, une autre dimension. Mais puisque vous parlez tout à l'heure du fait qu'au début vous pensiez ou on pensait que le livre allait être plutôt young adulte que tout public, est-ce que dans les rencontres que vous avez pu faire, vous avez pu voir ces deux populations et du coup des regards, des lectures différentes suivant les âges? Alors moi, j'ai cette chance déjà d'avoir, avant Célestine, un panel assez large de lecteurs. J'ai autant des dames d'un certain âge, qui sont mon cœur de cible, on va dire, mais des lecteurs très jeunes qui me lisent parce qu'ils sont obligés de me lire, avec Elle s'appelait Sarah, qui est au programme des 3e depuis un certain temps maintenant, et qui finalement aiment bien, et qui continuent à me lire. Donc j'ai beaucoup de chance. Je ne vois pas vraiment plus de personnes... Tout ce que je peux vous dire, c'est que Célestine a plu à des gens très différents. En tout cas, de ce que je peux voir. J'ai fait qu'un seul salon depuis. On n'a quand même pas été très gâtés. Mais les gens que j'ai vus ce week-end à Nancy sont venus me dire spécialement quel beau livre, j'ai adoré ce livre, merci. Heureusement que vous êtes allé faire le ménage dans votre cave. Et que vous ne l'avez pas mis sur une disquette, celui-ci. Oui, c'est ça. Aussi. J'aurais perdu la disquette, ça c'est sûr. Voilà, écoutez, on souhaite bonne vie à ce livre, Célestine. Merci beaucoup. Du bac par aux éditions. Robert Laffont nous parlera dans un instant. Glenn Tavenec, votre éditeur. Tatiana de René, merci beaucoup. Merci à vous. Nous poursuivons cet épisode de Ce qui se lit en votre compagnie. Glenn Tavenec, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur éditorial chez Robert Laffont. C'est donc vous qui éditez le livre de Tatiana de René, Célestine du bac, et au moins le prochain, puisqu'elle nous a dit que ce n'était que le début d'une collaboration. Vous venez de l'entendre raconter comment, de son point de vue, comment ce livre est né et comment vous avez travaillé ensemble. J'aimerais cette fois-ci avoir votre point de vue à vous. Comment est-ce que vous avez reçu, comment ce texte est arrivé jusqu'à vous, vous qui n'aviez pas encore travaillé avec Tatiana de René avant celui-ci? Absolument. Enfin, on ne s'était peut-être pas encore rencontrés d'ailleurs. Si, peut-être. Ça commence mal tout ça. Non mais croisé et avec Cécile Boyeringe, notre précédente PDG. Pour la petite histoire, en fait, je dirige une collection pour ados et jeunes adultes, qui depuis des années pour moi est une façon aussi de montrer que la littérature est bien au-delà de sa définition pour la jeunesse. Elle peut aller toucher tous les publics et que d'ailleurs sa mission, à mon sens, c'est véritablement de re-questionner la jeunesse auprès des adultes qui lisent, ou en tout cas donner des armes aussi, ou pas forcément des réponses, mais un chemin à ceux qui sont en train de grandir. Quand j'ai reçu ce texte de Tatiana de René, je ne savais pas du tout à quoi m'en tenir, honnêtement. Je n'avais pas une sainte peur, mais je me suis dit... Ok, qu'est-ce et surtout quand j'ai appris que c'était un texte, le mot n'est pas du tout ça, mais c'est un texte ancien. 30 ans d'âge. Voilà, avec toute l'histoire qu'il peut y avoir derrière, qui est fascinante, romanesque, refusée,
oublié, exhumé, j'aime pas le mot exhumé, mais Ressuscité, ouais. ressuscité, vivant. Non, pour moi, je l'ai pris quand même avec une certaine appréhension. Et je dois dire que je l'ai lu assez fébrilement, d'une traite. Je m'attendais pas à ça. Voilà. On en lit pas mal des livres pour. Je parle encore du point de vue de l'éditeur. De jeune public, ouais. Jeune public, parce qu'on m'avait dit, et Tatiana et Cécile Boyera, je m'avais dit, c'est peut-être pour toi. Ouais. Donc pour cette tranche d'âge-là, ouais. Mais parce qu'il y avait eu aussi à l'époque peut-être aussi un refus du texte, parce il semblait tellement ovni qu'il semblait peut-être pour un autre public, et quand on ne sait pas trop à qui s'adresse un livre, parce que c'est un ovni, on pense que c'est souvent pour les jeunes, Ouais. hein, en France. Moi j'ai lu ça, alors je dirais dans les grandes lignes, pour faire très simple. J'ai eu un côté assez fébrile, parce que j'avais l'impression de retrouver ce que j'adore dans la littérature dite classique pour adolescents. Encore une fois, je suis un adolescent, hein, toujours. Hein. Mais c'est cette force du récit initiatique. C'est, à mon sens, aussi des choses qui m'ont fait résonner en tant qu'adulte. Donc là, je me suis dit, tiens, ça marche, ça coche toutes les cases de la littérature, je dirais, au sens propre du terme, qui parle dans l'adolescence, hein, qui n'est pas pour les adolescents fondamentalement, mais qui parle de l'adolescence. En tout cas, des grands adolescents, parce que les personnages ne sont pas les tout jeunes, non. L'âge du bac. Oui, en fait, il est dans l'âge de la majorité si on était au 19e siècle, hein, C'est ça. 21 ans et tout ça. Là, on va dire aujourd'hui, la littérature dite pour les jeunes est plutôt vers 16 ans, pour le personnage, 15 ans. Et surtout, il y a deux choses, j'en ai peut-être pas parlé, mais je me suis dit, c'est un livre qui interroge deux choses. On dit toujours, on tombe amoureux. Et pourquoi ne pas monter amoureux aussi, hein. Donc là, c'est l'idée de quelqu'un qui est tombé, un jeune qui est tombé parce qu'il a perdu l'amour de sa mère, parce que sa mère est tombée littéralement avec un avion. Elle s'est crashée. Elle a disparu. Elle ne sait pas si elle est vivante, mais pour lui, cet amour est toujours vivant. Et donc, c'est une quête de quelqu'un qui va tomber en amitié pour retrouver peut-être l'amour de sa mère. Et qui, en découvrant la réalité qu'il ne veut pas voir, à savoir la perte de cet amour, va en fait remonter amoureux. Donc c'est ça qui m'a beaucoup plu. Qui vous a intéressé. C'est un mouvement de va-et-vient, un peu comme dans le mouvement du cœur. C'est quelque chose qui est, pour moi, ça cochait toutes les cases pour la littérature dite jeunes adultes. Au-delà même, parce que pour moi, encore une fois, la littérature jeune adulte dépasse sa définition. Hein, Mais sauf que, et Tatiana de Rondet l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas un roman qui est dans une collection pour le jeune public, ni dans les rayons des bibliothèques, des librairies. C'est ça. Et à un moment dans notre réflexion est arrivé justement le moment de vérité où on s'est dit, en fait, il faut qu'on va déplacer le curseur, on va le penser autrement, ce texte. En fait, c'est un texte qui mérite d'être pour tous. Il a une dimension universelle, intemporelle. D'ailleurs, pour le rendre encore plus intemporel, c'est pour ça que je m'étais dit, il faut certainement passer au présent. On reste dans l'époque, mais il faut amener le lecteur dans l'époque. Donc en gros, le présent, je pensais apporter un peu plus de fluidité, peut-être, légèrement. Hein. Mais enfin, c'est quelque chose aussi, je m'étais dit, je vais annoncer à Tatiana que en fait, on va passer son roman au présent. Non, c'est une très bonne idée. Il fallait voir si ça allait marcher, mais et puis l'autre chose, c'était aussi, parce que je suis tombé aussi en amitié avec Célestine, c'est qu'il manquait, et dans tout ça, j'ai tourné plusieurs fois, je me rappelle qu'on avait plusieurs fois relu le texte, parce le texte devait être publié à un moment, le Covid n'a pas aidé, donc on a repoussé. Ce qui est marrant, c'est que c'est un texte qui avait pris son temps quand même pour arriver jusqu'à 30 ans et vous avez rajouté des mois, c'est ça? Et finalement, c'est un texte, c'est un peu comme un vin qui... Ah, oui, c'est un grand cru. Il va juste avoir besoin d'être un peu plus aéré, prendre le temps, les dépôts vont redescendre, et puis on va voir peut-être l'âme sortir. Et là, en l'occurrence, c'est ce qui, à mon sens, s'est passé, puisque là, j'étais persuadé d'une chose, il manquait quelque chose, une lettre. Il manquait un appel du cœur à l'intérieur. La transmission Léger, dont parlait, rien. Moi, Tatiana je partais quand je disais, je ne sais pas, mais je pense qu'il y a 3 phrases qui manquent. 2 lettres, une lettre ou un petit mot. C'est devenu véritablement, tu t'en es absolument emparé, tu as fait une lettre extrêmement émouvante, qui d'ailleurs, à l'intérieur de laquelle une phrase a pris tout son sens, c'est d'ailleurs pour le titre qu'on ne savait plus, parce qu'on est
comme il était en train de, tu étais en train de, voilà. Et donc le titre à un moment aurait pu être Cette vie qui t'appartient. Alors, je ne sais pas si vous aimez ce titre, on peut toujours essayer de le changer. Non. Mais et donc c'est pour vous dire que en gros, pour un texte on a fait très peu de choses. Le texte était intemporel. C'est de l'ordre du conte, je dirais, pour tous les âges. Je n'ai pas envie de dire que c'est un conte philosophique, mais c'est un conte existentiel. Le présent a aidé. Des choses minimes, ça. Ouais, c'est le prénom du chien. Moi, c'était même à croire qu'il n'était pas resté tout ce temps-là dans la cave. Il y avait une espèce de... Qui avait été retravaillé par le temps. Ouais. Le surnaturel, il n'était pas que dans le terme. Je me suis dit, elle avait qu'une seule sortie papier. Peut-être qu'elle avait... Non, sans rire, ça a été une... J'en ai parlé. J'en ai parlé à notre PDG de l'époque aussi. On en a parlé aussi longuement avec notre directrice commerciale et on a tous été frappés par cette authenticité. Voilà. Alors, et cet humour. Bah oui. Parce que quand même, on a quand même le fils de bonne famille qui est assez, par moment, c'est quand même le grand échalas qui a des palmes aux pieds. En tout cas, je veux dire, il y a un moment, on démarre comme ça, c'est dès les premières pages. D'ailleurs, je t'ai posé la question, je m'étais dit, mais il a vraiment les pieds palmés. C'est un handicap important dans le texte. On me dit. Et justement, oui, c'est toute cette espèce de... Ce décalage avec ce qu'est le personnage de Célestine. Mais parce que la vie, c'est aussi cette façon de... Jusqu'à présent, il ne la voyait pas, Célestine, dans la rue. Tout ce qui est sous notre nez, on ne le voit pas. Ouais. Et c'est ça le ridicule de la vie. C'est qu'à un moment, on a un changement de focale. Et il la voit, et cette vie qui est grotesque aussi, tristement grotesque, parce qu'elle est destinée à mourir dans la rue, il va décider de faire le pas de côté. Et c'est une rencontre comme ça, c'est ces rencontres qui bouleversent. Et le livre, en soi, était bouleversant pour moi, parce que c'est une rencontre bouleversante, parce que c'est une rencontre aussi, il n'y a pas plus dur, je pense, que de parler des SDF, d'où on parle pour parler des SDF. Et là, je trouvais que l'auteur, en tout cas Tatiana, était allée vraiment... alors, peut-être parce qu'il y avait des années de ça et qu'elle est... Je ne sais pas comment expliquer, mais de toute façon, c'est sa force, c'est de se dire que c'est au-delà des personnages. Elle va aller creuser, là où peut-être ça va nous faire mal un petit peu, ça va nous gêner en tant que lecteur. Et nous amener à peut-être réfléchir un peu autrement. C'est pas des archétypes. Voilà, on avait ça. Au début, j'avais peut-être cette appréhension de me dire. Alors, vous savez que c'était un texte ancien, écrit il y a une trentaine d'années, Glenn de Tavenec. 30 ans, oui, j'ai appris après par la suite. Après, voilà. Et le fait que il y ait peu de changements, de transformations à faire, malgré l'expérience depuis de Tatiana de René, les livres qu'elle a fait paraître, le fait qu'elle n'ait pas désiré non plus réécrire ce texte, est-ce que ça vous a paru une évidence? Est-ce que ça vous a surpris, vous, en disant que ce texte écrit il y a 30 ans, il peut encore être écrit aujourd'hui? Bah oui, parce qu'elle avait encore un peu plus, elle avait quand même, je trouve, envie de se réapproprier son texte. C'est-à-dire que moi, de mon côté, je trouvais pas qu'il y ait vraiment grand chose à faire. Et c'est plutôt Tatiana qui a repris, au final, certains moments. Elle me dit, tiens, il y a peut-être ce petit truc-là, j'ai envie de le revoir. C'est ces petites touches impressionnistes, mais qui étaient essentielles, tu vois. Il y a, sans rentrer peut-être on va peut-être pas rentrer dans tous les détails du livre, mais il y a... L'époque a changé aussi. On s'écrit beaucoup moins. C'était plus compliqué pour Martin d'écrire à Oscar et de recevoir des lettres d'Oscar. Ouais, mais il y a un côté, on parle de Zola. Ouais. Donc en fait, c'était une façon aussi de montrer pour ceux qui ne sont pas peut-être des fanatiques ou en tout cas des connaisseurs de Zola, mais que c'était une époque où on pouvait s'écrire effectivement. Et où les échanges étaient plus lents, où les échanges étaient peut-être plus profonds et avec un peu plus de patience. Où le fils peut partir de ses vacances et pas tout de suite appeler son père pour dire qu'il est parti. Mais ça aide l'histoire. Ça aide l'histoire. Voilà. Ça aide l'histoire. Et c'est là aussi où on sait que, alors qu'on va taper sur Google des tonnes d'informations et savoir si telle boîte noire a été trouvée, non, c'est comme ça qu'un avion qui s'écrase, on n'a pas toutes les données. C'est le grand romanesque. C'est la grande puissance aussi d'un texte qui est dans cette époque-là. C'est là aussi où je vois que c'est devenu très dur de pouvoir être... dans le romanesque, dans une société où tout n'est qu'histoire tout le temps.
tout est extrêmement rapide et où on essaie de régler tous les problèmes tout le temps. Là, c'est des personnages qui ont des problèmes longs, qui doivent régler sur le long terme, et qui nous emmènent donc dans le temps initiatique, le temps intérieur. Il va quand même aller, le personnage, sans dévoiler ça, il va quand même quitter sa France, son confort, passer la Méditerranée, pour dire, voilà, on va pas aller plus loin. Mais pour se retrouver lui-même, c'est-à-dire qu'en gros, il va se perdre pour se retrouver, c'est classique, mais il va surtout aller chercher ailleurs ce qui était peut-être au pied de son immeuble. Décentrer le regard, c'est tout le cœur de ce livre. Et ça, c'est typiquement, je dirais, alors je vais le redire, c'est le récit initiatique dans la plus belle forme qui soit, à la Michel Strogoff, je dirais, ou autre. Jules Verne qu'on a malheureusement placé du côté de la jeunesse et qui, pourtant est dans la Pléiade aujourd'hui, mais c'est cette littérature intemporelle. Je ne dis pas que Tatiana est Jules Verne, ni que Jules Verne est Tatiana, mais je dirais que c'est cette littérature-là honnêtement, on peut pas ne pas tomber sous le charme. Quand vous avez compris que ce livre ne serait pas publié dans une collection à destination du jeune public, est-ce que c'est posé la question de savoir comment ce livre pouvait résonner avec ce que je peux dire à Tatiana de René, pouvait résonner avec l'ensemble des parutions de Robert Laffont, pouvait entrer dans la ligne éditoriale? Visiblement, ça n'a pas l'air d'une question que vous êtes posée vu la... Non, alors, non, parce qu'en fait, par définition, Robert Laffont, c'est une maison d'édition. Déjà, c'est une maison d'édition de collection. C'est une maison qui est dans la variété, dans la grande... En fait, c'est ça la littérature, c'est de ne pas le mettre dans des cases. Donc, au final, c'était peut-être... Je respirais un petit peu mieux à l'idée que ce texte puisse être accueilli dans la collection générale, en tout cas de littérature chez Robert Laffont. Il n'y a pas... Il n'y a pas eu du tout de question de savoir si ça pouvait résonner ou pas, non? Au contraire, on a trouvé un public encore plus... Ah oui. Je trouve qu'il y avait plus de sens. C'est peut-être moi, au final, qui ai été le plus étonné par cette décision au départ, parce que je m'étais vraiment habitué à l'idée de le faire en young adult ou en jeune adulte. Ça n'a pas fait changer le travail sur les personnages. Ouais. On n'a pas adapté, en l'occurrence, parce que c'était young adult, le texte. Donc ça n'a pas eu d'incidence. En revanche, effectivement, on a travaillé sur un petit aspect peut-être aujourd'hui, après les changements de sociétaux et peut-être le rapport homme-femme, il y a eu un passage qu'on a pu revoir. Mais, avec Alexandra ? Oui. Alors, oui, mais pas que, parce que c'est un échange équilibré. Enfin, oui. Vous voyez ce que... oui. Mais ça l'était, mais c'était d'une autre façon. Très bien, mais je crois comprendre. Je pense cette fameuse scène qui était assez sensuelle d'ailleurs, elle aurait été la même pour le public jeune adulte. Eh bien, c'est à retrouver dans Célestine Dubac, le roman de Tatiana de René que vous éditez aux éditions Robert Laffont, Glenn Tavenec. Merci beaucoup à vous, merci d'avoir parlé de votre travail. Merci à vous, merci Tatiana. C'était un podcast réalisé par Arnaud Vasmer pour la librairie Le Fayère à Rennes.